Prof Caron, mes hommages. Salut, comment ça va? Très bien, toi. Super. Le vol n'a pas été trop long et trop brutal? Je commence à m'en remettre, là, ça va. Je ferais pas ça au printemps, là. Non, c'est clair. C'est trop, là. Un petit clin d'œil humoristique pour commencer. Que se sont dit Legault et Trump, en vérité? Je sais que Dome TV était là, bien sûr, pour relater les propos, mais dans ta tête à toi, mettons, ils se sont dit quoi, là? Moi, je pense que Trump, quand il a vu Legault, il a dit... Va me chercher une liqueur. Va me chercher un cola, va me chercher un Pepsi Diète. Puis je vois un électricien qui avait travaillé sur la cathédrale. Ouais, puis Legault, il a répondu, puis je vous ramène-tu une poutine en même temps? Why do you have such a big nose? Mais tu sais, ça, c'est le genre de rencontre, là, ça serre la main, voici, je suis monsieur qui, monsieur madame, puis tu sais, ça passe à une autre poignée de main, là. Ben oui, c'est du blabla! Il y a eu des discussions, il a parlé des problèmes de frontières, puis il a parlé de crypto-monnaie, puis de je sais pas trop quoi. C'est une invention, ça? Ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut pas prendre les gens pour des tartes, là. Les gens Legault, avec Elon Musk, il dit, j'ai parlé de commerce international et de véhicules électriques. Ce qu'il a dit, c'est... J'ai acheté une Tesla, ça fait 6 mois que je l'attends, moi-tu l'avoir? C'est ça. Appelle donc chez Tesla Boisbriand. Puis Musk, il a répondu, puis mon Frankie, ton usine de batterie, ça avance-tu? Oui, I heard it's going... parce qu'il rit aux mauvaises places, Elon. Là. I heard it's not going... so well. Puis là, le gars, il a répondu, écoute, Elon, là, loi 101, tu vas me parler en français. Ouais. I like your rocket. Là. The rocket is coming back. Where it started, là, it's so impressive, là, the rocket. Ouais. Hey, on parle-tu de la série? Débusque ça un peu parce que les gens vont voir l'actualité. La série, c'est-tu grave, c'est-tu pas grave? Peut-être rappeler que c'est une bande. C'est une bande de barbulouches qui se retrouvent au pays. Là. C'est pas la grande libération extraordinaire. Là. Juste recadrer ça un peu pour le commun des mortels. Non, c'est ça. Tu sais, a priori, je dois dire, c'est un conflit qui est hyper complexe, puis je vais vraiment essayer de le résumer de la manière la plus claire possible. Donc, après 24 ans au pouvoir, celui qu'on appelait le boucher de Damas, Bachar el-Assad, est en exil. Donc, selon les informations, il serait en Russie. 24 années pendant lesquelles il a tyrannisé son peuple, il a même utilisé des gaz chimiques contre lui. Mais il y aura aussi, puis ça c'est important de le rappeler, il aura aussi contribué pendant ces 24 années-là à maintenir le pays dans une certaine stabilité, un peu à l'instar de Kadhafi en Libye puis de Saddam Hussein en Irak. Mais il aura fallu moins de 2 semaines pour que les rebelles soient en mesure de renverser son régime après une guerre civile qui avait commencé en 2011, au moment là, des différents printemps arabes. Puis là, ça vient poser plein de questions. C'est qui sont les principaux perdants de son départ? Pourquoi le régime s'est effondré aussi rapidement? Ça va être quoi la suite des choses? Puis c'est qui le fameux leader des forces rebelles? D'abord, il y a 3 perdants dans le départ d'Assad. C'est la Russie, l'Iran, puis le Hezbollah. Parce que ces 3 entités-là soutenaient le régime. Donc pour Moscou avait une base aérienne et navale dans le pays. Fait que pour eux, c'était une occasion d'avoir une influence dans la région puis d'y défier les intérêts occidentaux. Puis c'est là aussi où les forces là, du groupe Wagner de feu Yevgeny Prigojine ont réellement vu le jour. Donc, sans le soutien de la Russie, sans les hommes de Wagner, le régime d'Assad se serait effondré là, depuis longtemps. Mais avec la victoire des rebelles, non seulement la Russie va évacuer le pays, elle va y perdre son influence régionale, mais elle a aussi perdu la face, parce que la Russie a prouvé qu'elle ne pouvait pas mener plusieurs guerres en même temps, parce que là, tous ses efforts sont concentrés en Ukraine là, depuis 2022. Fait que ça envoie le message aux autres pays qui sont soutenus par Moscou, notamment en Afrique, que l'aide militaire russe n'est pas suffisante pour les protéger de groupes rebelles financés puis aidés par des puissances occidentales. Donc, que tout partenariat sécuritaire des pays du Sud global avec la Russie, c'est trop risqué. Puis aussi, c'est une défaite pour l'Iran, qui pourra plus profiter du territoire syrien pour faire transiter des hommes qui vont aller combattre aux côtés d'Assad, mais aussi, surtout, des armes vers le Hezbollah. Donc, c'est vraiment un coup dur pour ces 3 entités-là. Puis, c'est la une du monde, là, d'ailleurs. L'axe de la résistance iranien réduit en cendres par la chute d'Al-Assad.
Exact. Puis on peut réellement se demander quel a été le rôle réel ou en sous-main joué par Israël, les États-Unis, puis voire même l'Ukraine dans l'aide qui a été fournie aux rebelles. Puis l'autre chose aussi, c'est pourquoi le régime s'est effondré aussi rapidement. Parce que si on parle de pays qui ont contribué à faire tomber le régime d'Assad, le principal responsable, ça a été ce qu'on appelle là, le pire allié de l'Occident. Donc en l'occurrence, la Turquie d'Erdogan, qui a toujours été le principal soutien logistique et matériel des rebelles. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la guerre civile a commencé en 2011, il y a plus de 3 millions de réfugiés syriens qui ont fui vers le nord, où se trouve la Turquie. Donc, la Turquie a 1000 kilomètres de frontières communes avec la Syrie. Fait que la question des réfugiés depuis 2011, ça a toujours été central en Turquie, puis ça empoisonne la vie d'Erdogan depuis plus de 10 ans. Puis comme Assad n'a jamais voulu les rapatrier, ben la Turquie est intervenue militairement en Russie. Puis ça, on en parle peu, mais 1 soldat sur 7 de l'armée turque est déployé à l'extérieur du territoire de la Turquie, donc à Chypre, en Syrie, au Qatar. Il y a une espèce de nationalisme pan-turc / ottoman qui est vraiment là très, très, très pesant. Puis ça, on n'en parle pas réellement. Mais je veux revenir sur HTS quand même, le groupe là, qui est en train de former le nouveau gouvernement. Le leader, c'est Al-Bashir. Mohamed Al-Bashir, parce que là, il y a un autre nom, il y a un autre combattant aussi, là, c'est Joulani, Mohamed Al-Jolani. C'est ça. Ouais, parce que lui, c'est un ancien d'Al-Qaïda, là. C'est pas un gars qui était dans le club Kiwanis, là. C'est quand même un terroriste, quand même un crotté. C'est un radical. Question numéro 1, est-ce un danger potentiel pour Israël? Et deuxième des choses, dans un sens plus large, à quoi risque de ressembler ce pays-là sous l'influence des barbus? Ça va-tu ressembler à ISIS avec du monde qui se font brûler vivants dans des cages? Ça va ressembler à quoi, là? Ça peut très bien être le cas parce que Mohamed Al-Jolani, le nouvel homme fort du pays, c'était l'ancien bras droit d'Al-Zarqawi, qui était lui-même l'ancien bras droit d'Oussama Ben Laden. Fait que, oui, officiellement, Al-Jolani a rompu ses liens avec l'organisation terroriste, l'État islamique, puis Al-Qaïda. Mais tu sais, on peut sortir un terroriste peut sortir d'une organisation terroriste, mais si ça reste un terroriste dans l'âme. C'est parti d'une succursale lui-même. Là. C'est lui qui opère sa propre succursale. C'est ça. Donc, il y a un risque qui en vienne à transformer le territoire syrian en espèce de havre de paix pour le terrorisme, en plus d'imposer la charia dans le pays. Mais là, en ce moment, il y a vraiment un gros vide politique en Syrie. Puis le problème, c'est que vous avez les islamistes d'Al-Jolani, mais vous avez en parallèle les Kurdes dans le nord-est du pays que la Turquie combat, qui sont soutenus par les États-Unis, qui sont aussi soutenus par Israël. Puis vous avez une troisième force qu'on appelle l'Armée de libération nationale de Syrie, qui, elle, a été vraiment un proxy, le bras armé de la Turquie pendant la guerre civile là, qui vient de prendre fin. Donc là, vous allez avoir ces trois groupes-là qui vont se combattre mutuellement pour prendre le pouvoir. Et à l'intérieur même de la frange islamiste, vous avez différentes factions. Vous avez des groupes qui sont moins radicaux que d'autres, mais vous avez aussi des groupes qui voudraient recréer une espèce de califat islamique dans la région. Fait que c'est une espèce de poudrière. Puis quand je disais au début de l'entrevue que un des mérites, entre guillemets, de Bachar el-Assad pendant 24 ans, c'est qu'il a su maintenir la stabilité dans le pays. Comme Saddam Hussein, même affaire. Comme Saddam Hussein, comme Kadhafi. C'est le parti Baath, même à l'origine, c'est le même parti politique à l'origine. C'est le même parti, c'est ça. Mais regardez depuis le départ de Kadhafi en Libye ce qui se passe. Il y a eu 2 guerres civiles coup sur coup, c'est le bordel. En Irak, c'est en train lentement mais sûrement de se transformer en pays islamiste. Puis bien avant, il y a eu une guerre civile entre les chiites puis les sunnites. Il risque très bien de se passer exactement la même chose en Syrie. Donc, aux portes d'Israël, c'est pas inquiétant, ça? C'est ça. Là c'est l'autre aspect aussi. La Turquie va envoyer des troupes dans le nord du pays. Donc, il y a un risque peut-être de partition du pays. Israël, Netanyahou a annoncé hier qu'il allait envoyer des troupes israéliennes au-delà du plateau du Golan. Pour sécuriser un territoire hyper stratégique. C'est ça. Parce que le plateau du Golan, c'est en hauteur, puis ça permettait à l'artillerie syrienne de tirer sur le territoire d'Israël. Donc, l'armée israélienne a avancé sur ce territoire-là. Donc, vous avez les Turcs au nord, les Israéliens dans le sud-ouest, puis vous avez les Américains. Qu'est-ce que Trump va faire? Parce que les Américains soutiennent les Kurdes dans le nord-est du pays. Comme je disais,
eux-mêmes en opposition aux Turcs, mais soutenus par Israël. Donc, imaginez le bordel. Non seulement le pays est divisé par des factions internes, mais vous avez des puissances régionales, des puissances globales qui vont se battre aussi pour pouvoir prendre le contrôle du territoire. En tout cas, comment va réagir Donald Trump, selon toi? Ben, c'est une bonne question. C'est vraiment une belle poudrière, puis ça va... Avec la fin de la guerre... Parce qu'il va vouloir protéger Ukraine, Israël. Ça a beau être un non-interventionniste, il y en a pas loin que c'est un grand allié d'Israël aussi. Mais s'il en vient à protéger Israël, il va inévitablement entrer en conflit avec les Turcs d'Erdogan. Puis là, il va y avoir, à l'intérieur même de l'OTAN, parce que la Turquie est un pays membre de l'OTAN. Écoutez, quand je disais que c'est un conflit qui est extrêmement complexe, là, vous le comprenez, puis vous imaginez que non seulement à l'intérieur du pays, c'est une poudrière, mais il va y avoir un grand jeu entre les puissances globales puis les puissances régionales pour pouvoir prendre le contrôle du territoire et créer une espèce de zone tampon pour mieux se protéger. Honnêtement, là, les gens qui célèbrent là, le départ d'Assad, oui, parce que le type, c'est un salaud, mais le problème, c'est que la situation qui vient de commencer là, risque d'être une situation hautement instable où il va y avoir beaucoup de violence politique. Et peut-être à court terme, parce que vois-tu la une du Jerusalem Post, Israël mentionne qu'elle va détruire la Heavy Strategic Weaponry, donc tout l'appareillage militaire lourd de la Syrie, qui est aucunement contrôlé. Ils ne savent pas comment contrôler ça, là, les barbus en Bessec à gaz, là. L'armée a déserté, l'armée a complètement déserté, l'armée est dans le champ. Ils ont foutu le camp. Mais le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus que le pays devienne une espèce d'état de nature où n'importe quel groupe terroriste va pouvoir s'y installer puis installer un califat ou permettre à l'Iran de s'accaparer une partie du territoire puis le Hezbollah d'y trouver un havre de paix. Tu sais, toutes ces questions-là vont devoir être prises en compte. Là. C'est malheureusement un très mauvais bordel avec lequel on va devoir gérer. Puis tu sais, Trudeau-Macron qui célèbre ça comme une grande victoire, il y a un gros oui, mais. Parce que la situation qui vient de s'ouvrir peut être aussi pire, sinon aussi grave, sinon pire que celle qui s'est ouverte en Libye après la mort de Kadhafi en 2011, puis après l'intervention américaine en Irak en 2003. Puis même en Afghanistan aussi, là. Tu sais, ces genres de conflits, là, il faut pas s'en approcher avec une perche de 100 pieds, là. Puis malheureusement, là, par la force des choses, les États-Unis, l'Union européenne, la communauté internationale va devoir, là, s'immiscer dans ce conflit-là. Puis il n'y a rien de bon qui va ressortir de tout ça, malheureusement, non. Legault, n'as-tu parlé à Trump de ça aussi? Non, tu sais, imaginez, après 24 ans de dictature, puis ça, c'est juste Bachar el-Assad, parce que son père a aussi été au pouvoir. Qui est un salaud, on ne peut pas dire que c'est un gentil garçon, c'est un trou de cul, c'est un salaud. C'est un salaud, mais parfois, il y a des salauds sur la Terre qui sont moins pires que les salauds qui pourraient les remplacer, tu comprends? Ben, Kissinger avait déjà répondu la chose suivante au sujet de Pinochet. Il avait dit, oui, c'est un salaud, mais c'est notre salaud. Donc, tu sais, un salaud qui permet de maintenir une stabilité dans le pays, de ne pas déstabiliser une région tout entière. Au Moyen-Orient, historiquement, on s'est rendu compte, c'est plate à dire, mais on s'est rendu compte que ça a été les chefs autoritaires qui ont garanti le mieux la stabilité de la région. Oui. Puis là, Al-Jolani... Dont Al-Sassi, quand les frères musulmans sont arrivés en Égypte, ben là, la CIA s'est organisée pour qu'Al-Sassi, le général, reprenne le contrôle. C'est un salaud, mais c'est notre salaud. Puis il permet d'empêcher les factions, les groupes islamistes de prendre le pouvoir. Fait que là, les Américains, est-ce qu'ils vont appuyer Al-Jolani en sachant qu'il y a un passé de terrorisme, en se disant... Mais en le maintenant au pouvoir, s'il nous permet de combattre le Hezbollah et l'Iran, donc d'assurer la sécurité d'Israël, est-ce que ça va devenir notre salaud, mais on va lui permettre de mettre en application la charia, ou est-ce que Trump va y aller avec une politique plus de principe et de dire non, hors de question qu'on a un individu comme celui-là à la tête du pays, et là, ça serait de pousser pour un Kurde ou un leader d'une faction minoritaire qui ferait pas l'unanimité, puis là, ça en viendrait à déstabiliser encore plus la région. Tu sais, je suis content de pas être Trump. Non, c'est clair. Parce que vraiment, là, quand il va prendre le pouvoir, il va entrer en fonction le 20 janvier. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le bordel en Syrie. Ça ne sera pas un début de mandat de tout repos pour lui. C'est clair. Mais par contre, s'il est en mesure
d'assurer la paix en Ukraine et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effusion de sang en Syrie, d'y mettre une certaine stabilité. Je l'ai déjà dit, je le répète, Trump pourrait être un candidat l'automne prochain pour le prix Nobel de la paix. Merci beaucoup. J'ai de la misère à imaginer ça, mais ça a de l'allure. Mais j'imagine difficilement la gang donner ce prix-là à Trump. On verra bien. Il faut que je te laisse. On se laisse là-dessus. Ouais, hey, ciao, salut, bye.